Bonjour à tous. Nous poursuivons notre avancée dans l'introduction au droit forestier à la suite de 3 leçons. Nous abordons maintenant la 4e sur les principes du droit forestier. Je vous rappelle que toute cette présentation, depuis 1984, ma thèse donc sur le régime forestier, m'est propre par une compréhension personnelle de ce qu'il faut dire avant de prétendre se servir du code forestier. Le plan général que nous suivons dans ces 9 leçons, vous le connaissez déjà, mais je le représente. Nous avons donc traité des 3 premières leçons. Nous abordons maintenant donc la 4e. Le plan de cette 4e leçon est le suivant. Il faut d'abord poser des définitions. En 41, nous le ferons, d'abord en 411 par la définition des forêts, et en 412 par la définition du droit forestier. À 42, nous verrons des fondements. Les latins disaient déjà « ius nascitur de facto », le droit naît du fait. Eh bien, conformément à cette très vieille tradition, depuis Cicéron au moins, nous allons voir le point 421 sur le fait, le fameux fait des eaux et forêts, comme dit l'ordonnance de 1669 que nous avons vu plus haut. On verra ensuite le droit, en 422. En 4221, nous allons détailler le droit forestier est fondé sur le droit de propriété. Ceci depuis le Code de 1827. Ensuite, il y a 3 types de propriété. Ensuite, il y a une obligation économique et environnementale des propriétaires. Et puis ensuite, il y a des forêts à vocation distincte. Voilà des bases fondamentales. En 42-22, le droit forestier est aussi un droit pénal. Ça ne date pas d'aujourd'hui, on l'a vu à travers l'histoire de ce droit, dans la leçon 2. En 42-23, le droit forestier est un droit de puissance publique, un droit d'interventionnisme, un droit de l'État. C'est pas nouveau non plus, au moins depuis Charlemagne. On l'a vu dans l'histoire aussi. 43, le code forestier. Je dis déjà à ce titre, c'est une petite avancée, qu'en 431, il existe une constitution forestière, c'est-à-dire des principes, de grands principes. En 432, le code forestier a un objet territorial ou matériel. Et en 433, on verra les subdivisions. Et en 44, grandeur, déclin et renouveau. Généralité sur le droit forestier. Commençons par la définition des forêts. On verra après celle du droit forestier. Il existe un principe et des exceptions. Le principe tout d'abord. Le code forestier, pas plus qu'aucun code, ne définit la forêt. Aucune définition générale n'est posée par la loi ou le règlement en France, il faut le savoir. En conséquence, il n'y a aucune différence juridique entre un bois et une forêt. Juridique. En français, il y a des différences. Remarque. L'usage, l'habitude donc de dire, dans le code veut que l'on parle de forêt domaniale, de bois communaux et de bois particuliers, c'est-à-dire privés.
il est amusant de voir que le terme foresta reste du domaine de l'empereur, je pense aux Carolingiens, et là réservé toujours à l'État. Exception. Il existe des définitions sectorielles, c'est-à-dire limitées à une affaire ou à certaines législations spéciales, comme celle du défrichement. C'est vrai qu'il peut y avoir des définitions particulières et que l'on trouve par excellence dans les circulaires ou surtout les lois, les arrêts et jugements, la jurisprudence. Ainsi, par exemple, des mimosas peuvent constituer un bois relevant de la législation du défrichement. Ce sont des définitions sectorielles qui ne s'appliquent qu'à la matière dont ces définitions relèvent. Définition maintenant du droit forestier. Le droit forestier, c'est le droit qui régit les bois, forêts et biens assimilés. Ces biens assimilés sont les terrains à boiser, expressément cités dans le Code, et d'autres bien précisés par le Code dans plusieurs parties, c'est-à-dire dans les législations spéciales, comme l'incendie, le défrichement. Alors on va y trouver par exemple les landes, les garrigues, le maquis, et même certains parcs et jardins. Ils peuvent aussi être définis par la jurisprudence, par exemple les clairières, qui par définition ne sont pas boisées, sont des biens forestiers. Un particulier qui arrache des arbres dans une clairière commet en principe un défrichement. Il y a des arrêts sur la question. En 1942, les fondements. Comme tout droit, le droit forestier s'appuie sur le fait. 421, le fait. Le fait des eaux et forêts est très particulier, comme le rappelle Camille Vigouroux. Je redis que Camille Vigouroux était un chef du service juridique au ministère de l'Agriculture, ancien conservateur des eaux et forêts, et qu'il a écrit surtout un livre commentaire du Code forestier de 1953, extrêmement critique. Là, il dit, le droit forestier est d'abord un fait, le fait des eaux et forêts, comme le dit l'ordonnance de Louis XIV, c'est-à-dire tout l'opposé des idéologies régnantes, ius nascitur de facto. Le droit est généré par le fait, le droit naît du fait. Très belle citation. 422, le droit. Le droit forestier doit s'insérer dans l'ensemble du droit. À ce titre, il revêt trois traits. 42.21, le droit forestier est fondé sur le droit de propriété d'abord. Note 1. Cet aspect existe depuis le Code de 1827. Le rapporteur disait « Le projet de code commence par établir une distinction importante sur laquelle repose tout son système. » Un système. Il classe les différentes propriétés forestières. J'en ai déjà parlé plus haut. Note 2. Dans le Code forestier, il existe trois types de propriétés à titre principal. Domaniale, c'est-à-dire de l'État, des régions, départements, communes, que l'on appelle de nos jours collectivités territoriales, depuis la décentralisation de 1981, et
les forêts dites particulières, c'est-à-dire privées, dont j'ai déjà dit l'originalité de ce mot particulier, c'est l'usage en droit forestier. Note 3. Tous ces propriétaires forestiers ont d'abord une obligation économique, la mise en valeur, et environnementale, cet aspect est plus récent. Note 4. Mais chacun des trois types peut avoir une vocation distincte. On peut globalement les résumer ainsi. Les forêts de l'État ont notamment une vocation sociale affirmée. Les autres forêts soumises, ou relevant du régime forestier, mais c'est beaucoup plus long l'expression, ont une vocation pour une ouverture modérée et pour la production. Les forêts particulières ont surtout une vocation de production. 42.22. Le droit forestier est aussi un droit pénal. Cet aspect très ancien, on l'a vu déjà dans les populations germaniques, notamment pour la production de miel. Il a été critiqué comme désuet à toutes les époques. À toutes les époques, évidemment, les lobbies qui commettaient des infractions, critiquaient forcément les pénalités qu'on leur apportait et qu'on leur appliquait. C'est pas nouveau. Il concerne tout autant les infractions que les règles de procédure, ce droit pénal forestier. Depuis 1985, toutefois, les particularités pénales du droit forestier se sont estompées pour un alignement sur le droit pénal général. C'est un souci de simplification et de centralisation de la norme aussi. Je ne suis pas tout à fait sûr que ces réformes aient été positives. Seul un juriste ultérieur pourra le dire. 42.23. Le droit forestier est un droit de puissance publique, un droit d'interventionnisme, un droit de l'État. Depuis ses origines, le droit forestier est un droit régalien, c'est-à-dire du roi, de puissance publique donc. Aucune autre production végétale n'a fait l'objet historiquement d'un pareil statut. La tomate, la courgette, le concombre, le chou n'ont jamais fait l'objet d'un code, dû principalement à l'utilisation du bois pour construire, pour se chauffer, pour s'éclairer, pour écrire aussi. Ce trait dominant a été réaffirmé par la grande loi forestière du 9 juillet 2001, à laquelle j'ai consacré un livre entier avec plus d'1 millier de notes de bas de page pour contribuer à son explication et à son histoire. Nous en avons fini avec ces principes du droit forestier. La leçon 4, elle n'est pas longue, elle fait 14 minutes à peu près. Elle n'est pas longue, mais elle concentre le sens. Nous allons passer à la leçon 5, qui sont les principes même du code forestier, que j'ai un tout petit peu avancé là, récemment, dans la leçon 4. Voilà. Mais nous allons concentrer ces principes dans la leçon 5. Et dans cette attente, je vous dis au revoir, au plaisir de continuer ces leçons par la leçon 5. Je vous remercie de votre attention et donc à tout à l'heure.